Chur en allemand, est reconnue par les archéologues comme étant la plus ancienne cité de Suisse. Grâce à sa situation privilégiée, la petite bourgade épiscopale, très animée, est devenue le centre culturel et économique des Grisons. Ville alpine, elle est le terminus des lignes ferroviaires internationales provenant de l'Allemagne, la France et les pays du Benelux. 26 stations thermales et de villégiature sont accessibles en moins d'une heure depuis le chef-lieu Grison. Elle est aussi le point de départ des chemins de fer rétiques et de ses lignes certifiées patrimoine mondial de l'UNESCO et ses fameuses lignes du Bernina Express et du Glacier Express. La ville est située dans la vallée du Rhin sur le cône de déjection de la Plessure. Depuis ici, le fleuve change de cap pour se diriger plein nord. Au Brambruch, atteignable par un téléphérique qui part de la localité même, on retrouve immédiatement les champs de ski et les chemins de balade. La matinée est consacrée à une visite individuelle de la ville. Les rues pavées, parfois étroites et tortueuses, la limitation de la vitesse des véhicules à 20 km/h pousse à la flânerie et aux lèche-vitrines avec toutes sortes de tentations gustatives et vestimentaires. En raison de sa situation au centre de l'Europe, avec des voies de communication nord-sud importantes, Chur a été envahi par de nombreuses peuplades, Celtes, Romains, Ostrogoths, Francs. Plus tard se sont installées des corporations venant d'Allemagne et d'Italie. Résultat de tout cela, un grand mélange de religions catholiques et protestantes, de langues italiennes, allemandes et romanches. Mais passons maintenant la parole à notre guide, Madame Renata Banvart. Je m'appelle donc Renata et vous allez vous étonner, je viens de Sion. Merci beaucoup. Et c'est par mariage que je suis tombée ici. Alors, donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir parler de nouveau une fois le français. Et puis, je suis institutrice de langue et grand-maman et tout ce que vous voulez. Et puis, alors, je vous fais voir donc la ville de Chur. Chur, c'est un mot celtique tout d'abord qui signifie le tronc, le fond d'un arbre. Et ça se développe en latin comme curia, comme conseil. Et au Moyen-Âge, notre ville s'appelait Coera. Et les anciens remparts avaient donc la forme d'un cœur. Vous êtes donc cordialement les bienvenus. On monte maintenant à la cathédrale et à fur et à mesure, je vais vous donner quelques informations. 36 000 habitants, il y a une certaine stagnation. Et puis nous nommons donc la ville la plus ancienne de la Suisse. Elle a une histoire un peu le double de Sion. Donc on m'a dit que Sion, c'est 5000 ans qu'elle existe, Sion, et puis Chur, c'est donc 10 000 ans. Les dernières fouilles qu'on a fait, on a retrouvé des choses qu'on a dû dater autrement. Alors aujourd'hui, on sait que la ville a une histoire de presque 12 000 ans. Alors c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ qu'elle était déjà peuplée. Même si c'est la ville la plus ancienne, nous avons une population très très jeune. C'est dû aux édifices qu'on a fait aux années 60 et 70. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus, qui se sont installés par ici et leurs enfants ont de nouveau des enfants. Ça fait qu'on a une population très très jeune. Le tiers de la population est en dessous de 40 ans. Donc, nous parlons ici 3 langues, des 4 langues suisses. Tout le monde sait 2 langues parce qu'on peut aller bilingue à l'école. C'est donc les parents qui se décident. Les enfants peuvent suivre l'école en allemand et en romanche. Donc, ce sont 2 instituteurs. Ou bien ils suivent la scolarité en italien et en allemand. Tout le monde doit savoir l'allemand, mais on peut donc fréquenter l'école en 2 langues. Et moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'italien, donc allemand et italien. Donc, nous suivons les anciens remparts. La tour que vous voyez là au coin, ça faisait donc partie des remparts. Donc, puis nous sommes maintenant dans la pointe du cœur. Si vous vous imaginez un cœur, la partie d'en bas, le muscle d'en bas, c'est donc le point du muscle d'en bas. Et puis nous suivons maintenant de l'autre côté, on va donc vers la cathédrale. Puis là, le fleuve ici, il se jette dans le Rhin. Nous avons ici dans notre canton 3 grands fleuves. Nous sommes unis avec 3 grandes mers mondiales. Donc le Rhin va vers l'Allemagne du Nord. Et puis le Inn
Ça va donc vers l'Autriche, oui, mer Noire. Et puis les petits fleuves qui vont donc vers le Ticino, vers le Tessin et dans le Pô, et puis se jettent pour finir dans l'Adrien. Hein? Alors on est au milieu du monde, hein, si vous voulez. Nous sommes une ville qui n'a pas tellement d'industrialisation. On avait cru qu'avec le train qui est arrivé vers le milieu du 19e siècle, on avait les premiers trains qui sont venus depuis Saint-Gall, un peu plus tard depuis Zurich. On avait espéré qu'on avait donc plus d'industrialisation, mais ce n'est pas tellement après du monde. Ça ne s'est pas tellement développé parce qu'il y avait donc assez vite la Première Guerre mondiale, il y avait les crises, il y avait la Seconde Guerre mondiale, et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que c'est plutôt un lieu de touristique. Jusqu'à 1925, l'automobile a été défendue dans notre canton. On avait donc peur, d'une faillite parce que ça coûtait vraiment très cher pour les trains, les ponts, les installations pour le train. Ça coûtait tellement cher qu'on avait peur d'une concurrence. Alors l'auto a été défendue jusqu'à 1925. L'église derrière moi, donc la cathédrale, c'est le troisième édifice qui est posé ici. Le premier édifice qui a été ici, c'était à l'an 400, c'était après les Romains. Ils ont mis une caserne romaine parce que 14 ans avant Jésus-Christ, les deux fils du empereur Auguste, qui est nommé dans la Bible, se sont installés ici pour avoir un lieu militaire. Donc c'était une caserne. Et puis nous savons aujourd'hui qu'à l'an 450, c'était donc déjà une église parce que nous avons des documents, parce qu'on connaît les premiers noms des évêques depuis là. Et notre évêque aujourd'hui c'est le 100e dans la liste des 450. Et la seconde église sont les pierres, là, les piliers, là, les grands piliers planches, là, ça date du 8e siècle. Sous Charlemagne. Il a posé là une église carologienne et au XIIe siècle, l'évêque est devenu archevêque sous l'influence de Barbarosse, Frédéric II. Alors il lui a fallu une plus grande église, beaucoup plus vaste. Alors on a détruit la seconde église, on a fait une troisième, plus grande, plus vaste et beaucoup plus importante parce que l'évêque a porté le titre de l'archevêque. Et puis, si vous entrez maintenant, vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas tout à fait droite sur son plan de situation, parce qu'il fallait s'adapter sur le rocher sur lequel on se trouve. Alors, si vous entrez, donc, l'autel principal sera à 6 mètres de différence de la porte principale. Si l'extérieur de la cathédrale paraît sobre, ressemblant plus à une forteresse, l'intérieur est beaucoup plus riche. Elle fut réouverte au public en 2007 pour son 700e anniversaire, après une longue restauration. C'est la seule église épiscopale de Suisse qui n'a pas changé de site au cours des âges. Si son style est roman, on trouve cependant un autel de style gothique tardif, alors que la tour remonte au XIXe siècle suite à un incendie. Il s'agit d'une basilique à 3 nefs. Les structures ogivales des nefs latérales ont même des influences orientales. Devant l'entrée de la crypte antérieure se trouvent 4 piliers représentant les apôtres, plus grands que nature, le tout datant du début du XVIIIe siècle. C'était donc prévu comme troisième église derrière la seconde, derrière l'église carologienne. C'était prévu d'en faire donc une troisième ici, et à ce moment, l'évêque est devenu archevêque. Alors il a laissé tomber l'idée d'une église, et puis on a fait une crypte, et puis on a tiré tout en haut, et puis on a fait l'église beaucoup plus grande et beaucoup plus vaste que prévu. Et donc elle n'est pas tout à fait droite sur son plan de situation. Ces deux piliers-là, il y a une différence de 2 mètres. Ils ne sont pas juxtaposés l'un à l'autre. Depuis l'Allemagne. Il n'a pas signé son œuvre, mais il a mis son masque, il a mis là dans la lune. Si vous regardez là les deux petits anges, là derrière la croix, vous voyez 2 petits anges avec un feuille pour chanter. Et devant eux, il y a
la demi-lune, et dans la demi-lune, il y a un masque, c'est donc l'artiste sur cet hôtel-là. Il est venu depuis l'Allemagne, il lui a fallu plus de 5 ans, et puis elle a été finie, cet hôtel, en 1492, et donc au moment où on a découvert l'Amérique, c'était fini. Pour la suite de la visite, descendons vers la vieille ville. Durant 300 ans, la ville a été divisée en 2 confessions. En haut, les catholiques, et puis ici en bas, il y avait donc les protestants qui étaient gouvernés par les différentes corporations. Et les corporations ont eu une grande influence, et c'est par les corporations que la ville a été gouvernée. Et puis il y avait donc différents quartiers. Ça, c'était donc le quartier des tailleurs, vous voyez, ça c'était la maison de corporation des tailleurs, et ceux qui travaillaient comme mercenaires pour la France. Dès ici, il y avait beaucoup de jeunes qui passaient comme mercenaires pour la France. Ça dépend un peu la confession qu'ils ont. Chaque maison ici, si vous a un autre style. C'est dû à la situation de quoi c'est au milieu de l'Europe. C'était toujours un lieu de passage depuis l'Allemagne en Italie. Et puis donc il y avait aussi les Français qui passaient. Il y avait donc Habsburg, Spanisch Habsburg, Espagne Habsburg. Alors donc il y avait un mix de style, un mix de langue. Alors là, ce rocher, il monte donc vers la cathédrale. C'est sur le sommet de ce rocher que la cathédrale est posée. C'est pourquoi on a dû descendre à la pente. Et ces petits quartiers comme ça existe. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas accessibles. L'église Saint-Martin, aujourd'hui protestante, date du 8e siècle, dédiée à Saint Martin, évêque de Tours. Elle fut reconstruite en 1491 en style gothique avec une nef à 3 absides. Son intérêt est relevé par la présence de 3 vitraux sur la face sud, dus à l'artiste Augusto Giacometti, alors que les verrières du chœur sont l'œuvre d'ateliers d'art de Munich. Quant aux orgues, ils trônent majestueusement au milieu du chœur. Ce sont des instruments symphoniques et romantiques dans le style allemand. Juste à côté de l'église, une magnifique maquette reconstituant le centre de la ville de Coire, réalisée par des jeunes comme travail de diplôme. 1088, on allumait donc la ville avec des torches pareilles. On a eu plutôt l'eau courante dans les maisons que... Non, on a eu plus vite l'électricité que l'eau courante dans C'était les des maisons. bougies qu'on mettait là-haut? Oui, donc une espèce qu'on trempait dans l'huile, dans goudron. Un grand feu a presque détruit la moitié de la ville, et puis c'est depuis là qu'on parle l'allemand. C'est depuis 1464, il y a un très grand incendie, et l'empereur allemand donc a permis à la ville, 1465, il a permis à la ville de former des corporations. Alors c'est donc depuis l'Allemagne que les corporations sont venues ici, se s'installer ici, et puis on commençait à parler l'allemand. Avant on parlait donc le romanche. Je tenais à un noble, von Sals, et donc il était un des plus riches dans le canton, il avait un très grand pouvoir, et puis il y avait beaucoup de valets et de bonnes, et ils ont pris l'eau qui était dans ce petit ruisseau des moulins, ils ont porté en haut dans le Galta, là il y avait une espèce de bassin, et si on tire à quelque part un bouchon, alors il y avait là des jets d'eau qui... Alors ne me demandez pas comment ça a fonctionné, mais c'était quelque chose d'inouï en ce moment-là. Ici, la maison de la Corporation des vignerons. Les jeunes semblent très engagés dans cette commune. Là, une fresque peinte par une jeune fille comme travail de maturité. On y voit la cathédrale, le clocher de l'église Saint-Martin, une maison d'habitation avec son puits. C'était donc la rue où on faisait les emplettes. Samedi, on faisait là les emplettes. Il y avait donc le boulanger, le boucher, donc il y avait toutes sortes de magasins. Ça s'est perdu un peu parce que maintenant il y a les grands magasins comme la Migros et Denderald et tout. C'est un peu en dehors de la ville.
Et ça, c'est un monsieur qui est parti pour l'étranger comme pâtissier. Et puis quand il est revenu, il avait fait sa fortune à l'étranger, alors il faisait voir sa fortune à l'extérieur. Mais il y en a très très peu de maisons à Ornay. On ne faisait pas tellement voir sa richesse. Là-bas, la place pour le marché aux puces. La visite est maintenant terminée. Nous rejoignons notre bus au bord de la Plessure.